Ma belle famille parlait une autre langue pendant le dîner pour être poli. J'étais bilingue et je les ai entendus planifier mon meurtre. On le fait mardi prochain, a dit ma belle-mère en arabe, en me tendant les boulettes de kefta. Faites passer ça pour un accident de randonnée. J'ai souri et pris 3 boulettes. Elles ont l'air incroyables. Merci. Elle m'a souri en retour en français. De rien, Antoine. Mange, mange. Ma femme, Élise, m'a serré la main sous la table. Elle n'avait aucune idée que sa famille venait de fixer la date de ma mort. J'ai rencontré Élise Karim il y a 3 ans à un salon de la tech à Paris. Elle était chef de produit dans une start-up. J'étais ingénieur logiciel chez Thales. Nous avons discuté pendant 4 heures au bar de l'hôtel de films de science-fiction exécrable et de l'éthique de l'IA. Et je savais avant la fin de la nuit que j'allais l'épouser. Nous nous sommes fiancés après 14 mois. Mariés 6 mois plus tard. Petite cérémonie en Bourgogne, juste la famille proche et les amis. Ses parents, Karim et Leila Karim, avaient immigré d'Algérie au début des années 90. Son frère aîné, Malik, était né là-bas. Élise était née ici, près de Versailles. Il gérait une entreprise d'import-export prospère dans la région de l'Île-de-France. Belle maison à Neuilly-sur-Seine. BMW ou Mercedes sur l'allée. Le rêve français. En apparence, ils étaient polis avec moi, même chaleureux. Mais depuis le début, il y avait quelque chose qui clochait. Lors de notre premier dîner de famille, Karim a parlé à Élise en arabe sans discontinuer pendant peut-être 15 minutes tandis que j'étais assis là, mangeant du couscous aux légumes et souriant comme un idiot. Quand Élise a finalement répondu en français, « Papa, Antoine est là. On peut juste parler français ?» Il a fait un geste de la main, négligent. On discutait juste affaires. C'est ennuyeux pour lui. Élise semblait embarrassée. C'est impoli. Il s'en fiche. Tu t'en fiches, Antoine? Bien sûr que non, ai-je menti. Cela est devenu la routine. Dîner de famille tous les 2 dimanches. 2 heures de conversation en arabe, ponctuées de traductions occasionnelles en français qui étaient clairement des versions aseptisées de ce qui était réellement dit. Je souriais, hochais la tête, mangeais ma nourriture, complimentais la cuisine de Leila. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Élise m'aimait. C'était suffisant. Sauf que ça avait de l'importance, car après 8 mois de ces dîners, j'ai commencé à remarquer des choses. La façon dont Karim me lançait un regard quand il pensait que je ne regardais pas, non pas une curiosité amicale, mais une évaluation, comme si j'étais du bétail qu'il était en train d'estimer. La façon dont le sourire de Leila n'atteignait jamais ses yeux quand elle me parlait. La façon dont Malik, qui travaillait dans l'entreprise de ses parents et vivait toujours à la maison à 34 ans, me fixait parfois juste à travers la table avec cette expression plate, illisible. Et les conversations, toujours en arabe, s'arrêtant toujours brusquement quand je levais les yeux de mon assiette. Élise insistait sur le fait que ce n'était pas à cause de moi. Ils sont juste plus à l'aise en arabe. Ce n'est pas personnel, mais ça le semblait. Voici ce qu'Élise ne savait pas. Je parle couramment l'arabe, Darija, non pas couramment pour une conversation, mais couramment comme un natif. J'ai passé 4 ans à Rabat, au Maroc, à faire mon master en informatique à l'université Mohamed V. J'ai vécu en famille d'accueil, fréquenté une fille du coin pendant 2 ans. J'ai travaillé à Casablanca pendant 18 mois après l'obtention de mon diplôme avant de revenir en France. Mon arabe est meilleur que mon espagnol, et j'ai grandi dans le Soudan parlant espagnol avec ma grand-mère. Je n'ai jamais rien dit à Élise parce que le sujet n'est jamais venu. Nous parlions français. Son arabe était correct, mais limité. Elle avait grandi en France, était allée dans des écoles françaises et l'utilisait principalement avec ses parents. Elle ne m'a jamais demandé si je le parlais, et je ne l'ai jamais proposé. Au moment où j'ai réalisé que sa famille utilisait l'arabe comme un bouclier pour m'exclure, j'ai aussi réalisé que leur dire que je comprenais aggraverait les choses. Ils passeraient juste à un autre dialecte, peut-être le kabyle, que je ne parlais pas, ou cesseraient complètement de parler. Alors, je suis resté silencieux et j'ai écouté. La première chose préoccupante que j'ai entendue fut lors d'un dîner en mars, 6 mois après le mariage. Karim parlait des affaires, quelque chose à propos d'une livraison qui avait été retardée. Puis, il a dit en arabe, nous devrons ajuster le calendrier. L'assurance doit être en place d'abord. Malik a répondu. Combien de temps? 3 mois. 4 au maximum.
Et s'il devient un problème avant ça? Karim m'a jeté un coup d'œil. J'étais en train de couper ma cuisse de poulet. Inconscient. Il ne le saura pas, a dit Karim. Élise le garde gérable. J'ai continué à mâcher. Gérable. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que je comprenais mal le contexte, que gérable pouvait signifier n'importe quoi. Peut-être pensait-il que j'étais exigeant ou que je prenais trop du temps d'Élise, mais mes mains tremblaient sous la table. La deuxième chose préoccupante fut en mai, nous étions chez eux pour l'anniversaire d'Élise. Il y avait un gâteau, des cadeaux. Leïla avait préparé les boulettes de kefta préférées d'Élise. Tout semblait normal. Puis, pendant qu'Élise était dans la salle de bain, Karim s'est tourné vers Malik et a dit en arabe, « Le contrat est verrouillé. 2 millions. » Malik a hoché la tête. « Quelle est la date des faits ? » Le 1er juin. Et le bénéficiaire ? Élise. Ensuite, ça nous revient s'il lui arrive quelque chose. Leïla est intervenue. Rien ne lui arrivera. Il ne s'agit que de lui. Ils m'ont tous regardé. Je faisais semblant de vérifier mes courriels professionnels sur mon téléphone. Karim a souri. Antoine, encore du thé? Je suis bien, merci. Quand Élise est revenue, ils sont passés au français et ont chanté « Joyeux anniversaire ». Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Contrat de 2 millions, bénéficiaire, Élise. Il ne s'agit que de lui. J'ai sorti nos documents d'assurance sur mon ordinateur portable à 2h30 du matin. Élise dormait à côté de moi, sa respiration douce et régulière. C'était là. Une police d'assurance vie dont je ne me souvenais pas avoir signé. Émise par Assurance Côte-Atlantique. Paiement de 2 millions en cas de décès accidentel. Signé en mars. Juste après cette première conversation que j'avais surprise, mais je ne me souvenais pas l'avoir signée. J'ai vérifié la signature. Elle ressemblait à la mienne. Assez proche. Quoi qu'il en soit, je suis resté assis là, fixant l'écran jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Ils avaient falsifié ma signature sur une police d'assurance vie et ils planifiaient quelque chose. Je n'ai rien dit à Élise. Je sais comment cela sonne. La famille de ma femme planifiait de me tuer et je ne lui ai rien dit. Mais qu'étais-je censé dire? Et chérie, je parle secrètement l'arabe et j'ai espionné ta famille, et je pense qu'ils complotent mon meurtre. Elle aurait pensé que j'étais fou ou paranoïaque ou raciste, et peut-être que j'avais tort. Peut-être que je comprenais mal. Peut-être qu'il ne s'agit que de lui signifier quelque chose de totalement innocent que je transformais en théorie du complot parce que je ne m'étais jamais senti totalement accepté par sa famille. Alors, j'ai décidé de rassembler des preuves d'abord. J'ai commencé à enregistrer les dîners. J'ai acheté un petit enregistreur vocal numérique, un Sony ICD-PX 470, 60 € sur Amazon, et je l'ai clipsé à l'intérieur de ma poche de veste. Il avait 16 heures d'autonomie, plus que suffisant. Le premier enregistrement datait d'un dîner à la mi-juin. Karim et Malik ont parlé affaires pendant 40 minutes, calendrier d'expédition, paperasse douanière, logistique ennuyeuse. Puis Leïla a dit, « As-tu fait les arrangements ?» Karim. Oui, le sentier est assez isolé. Pas de témoins. Malik. Et Élise? Karim. Elle reste à la maison. Nous dirons que c'est une sortie père-fils. Un moment de complicité. Leïla. Et le garde forestier? Tu lui fais confiance? Karim. Il a été payé. Il confirmera tout ce dont nous avons besoin. Malik. Quand? Karim. Après le 14 juillet. Laissons passer quelques semaines pour que ça ne paraisse pas précipité. J'ai laissé tomber ma fourchette. Elle a cliqueté contre mon assiette. Tout le monde m'a regardé. Pardon, ai-je dit. Elle a glissé. Élise a ri. À droit, mon cœur. J'ai ramassé la fourchette avec une main qui n'arrêtait pas de trembler. J'ai écouté cet enregistrement 17 fois. Le sentier est assez isolé. Pas de témoins. Ils planifiaient un accident de randonnée quelque part d'isolé avec un garde forestier à leur sol qui confirmerait n'importe quelle histoire qu'ils inventeraient, et ils le planifiaient pour après le 14 juillet. C'était le 20 juin. J'avais peut-être 3 semaines. Je suis allé à la police, au commissariat de Versailles, j'ai demandé à parler à un enquêteur. J'ai eu la commissaire Sophie Duval, 12 ans dans la police,
spécialisée dans la fraude et les crimes financiers. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté, pris des notes, posé des questions de clarification. Puis elle a dit, « Avez-vous une preuve ?» J'ai des enregistrements de conversations en arabe. Oui. Et vous êtes le seul à comprendre ce qu'ils disent. Oui. Elle s'est penchée en arrière. Monsieur Antoine, je ne dis pas que je ne vous crois pas, mais ce que vous décrivez est un complot en vue de commettre un meurtre. C'est une allégation extraordinaire. Le procureur de la République aurait besoin de preuves extraordinaires. Des enregistrements dans une langue étrangère que vous seul pouvez traduire. Ce n'est pas suffisant. La défense prétendrait que vous avez fait une mauvaise traduction, sorti des choses de leur contexte, fabriqué toute l'histoire. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Obtenez des preuves corroborantes, des documents, des témoins, quelque chose qui prouve l'intention au-delà de votre interprétation de conversation surprise. Et s'il me tue avant que je puisse obtenir cette preuve? Elle n'a pas eu de réponse. J'ai engagé un détective privé. Son nom était Marc Leblanc, ancien policier. 26 ans à la PJ de Lyon, maintenant à la tête de son propre cabinet. Il était spécialisé dans les enquêtes familiales, l'infidélité, la fraude, la recherche d'actifs. Je lui ai tout dit, lui ai fait écouter les enregistrements. Il a écouté sans m'interrompre. Pouvez-vous les faire traduire professionnellement, a-t-il demandé. Obtenez un traducteur assermenté pour vérifier ce que vous entendez. Oui, faites-le. Je vais fouiller dans les finances de la famille. Voir s'il y a quelque chose d'inhabituel. Des paiements à ce garde forestier, la police d'assurance, tout autre signal d'alarme. Il facturait 200 € de l'heure. Je lui ai payé une avance de 5000 €. Au cours de la semaine suivante, il a découvert que la police d'assurance vie avait été achetée par l'intermédiaire d'une société écran appartenant à Karim Karim. Un paiement de 15 000 € provenant du compte professionnel de Karim à quelqu'un nommé Laurent Dubois le 2 juin. Libellé, service de consultation. Laurent Dubois était un garde forestier au parc naturel régional du Vercors, une vaste zone sauvage isolée au sud-est de Lyon. L'endroit parfait pour un accident de randonnée. Karim avait cherché sur Google décès accidentel versus enquête pour meurtre et combien de temps faut-il pour que l'assurance vie paie? Le 18 mai. Marc m'a remis un dossier avec des impressions de tout. C'est bon, a-t-il dit, mais c'est toujours circonstanciel. Il vous faut quelque chose d'explicite. Une confession, un enregistrement où ils disent explicitement qu'ils vont vous tuer. Je ne sais pas si j'obtiendrai ça avant juillet. Alors, vous devez faire en sorte que cela arrive. J'ai planifié le dîner. J'ai appelé Élise le 28 juin. Dis, et si on recevait ta famille ce dimanche? Je pourrais faire des grillades. On ne les a pas eus à la maison depuis un moment. Elle a été surprise. Vraiment? Tu veux recevoir? Oui. J'y ai pensé. Je devrais faire plus d'efforts avec eux. C'est ta famille. Je veux qu'ils se sentent les bienvenus. Elle m'a embrassé. Je t'aime. Ça compte beaucoup. Je me suis senti comme un monstre. Dimanche 2 juillet. Ils sont arrivés à 16 h. Karim a apporté du vin. Leïla a apporté un plateau de fruits. Malik n'a rien apporté et avait l'air ennuyé d'être là. J'ai fait griller du poulet et des légumes. Préparé du riz. Mis la table sur notre terrasse arrière. Tout était parfait, amical, normal, sauf que j'avais 3 enregistreurs vocaux cachés autour de la terrasse, un clipsé sous la table, un dans la jardinière derrière la chaise de Karim, un dans ma poche. Nous avons mangé, fait la conversation. Élise a raconté une histoire drôle sur une réunion au travail. Tout le monde a ri. Puis j'ai dit en français, « Alors, Karim, je pensais, tu as mentionné vouloir m'emmener faire de la randonnée un jour. Peut-être qu'on pourrait faire ça bientôt. J'aimerais voir certains des sentiers que tu aimes. » L'expression de Karim n'a pas changé. Oui, nous devrions. Que dirais-tu de la semaine prochaine? J'ai congé jeudi. Il a jeté un coup d'œil à Malik. Puis de nouveau à moi. La semaine prochaine est chargée. Peut-être plus tard dans le mois. Oh, bien sûr. Quand ça t'arrange. La conversation a continué. Mais plus tard, quand Élise est allée chercher le dessert, Karim s'est penché vers Malik et a dit en arabe, il insiste. Pourquoi insiste-t-il? Malik a haussé les épaules.
Peu importe. On y va mardi quand même. Et s'il ne vient pas, alors on s'ajuste, mais il viendra. Élise le forcera. Leïla a ajouté, le garde est confirmé pour mardi à 8 heures du matin. Sentier B, assurez-vous de ne pas être en retard. Karim a hoché la tête. Puis Élise est revenue avec le gâteau et ils ont commencé à chanter « Joyeux anniversaire à la République » ou quelque chose du genre, et je suis resté assis là avec mon cœur qui essayait de briser mes côtes. Mardi 8 heures du matin. Sentier B. Il venait de me donner tout ce dont j'avais besoin. Je suis retourné voir la commissaire Duval le lundi matin. J'ai marché jusqu'au commissariat avec les enregistrements, les traductions professionnelles, le dossier d'enquête de Marc, et une impression des dossiers d'emploi de Laurent Dubois montrant qu'il était prévu pour travailler au Sentier B le mardi matin. Elle a écouté les enregistrements, lu les traductions, examiné les preuves, puis elle a passé un appel téléphonique. 1 heure plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence avec elle, 2 autres enquêteurs et une substitut du procureur de la République nommée Madame Leroy. Madame Leroy avait 38 ans, l'œil vif et ne perdait pas de temps en plaisanterie. C'est suffisant pour une écoute, a-t-elle dit. Nous pouvons obtenir un mandat. Vous porterez un dispositif d'enregistrement mardi matin et les prendront sur le fait, ou en tentative. Vous voulez que j'aille réellement faire de la randonnée avec eux? Nous aurons des agents dans le parc, en civil, faisant semblant d'être des randonneurs. Vous ne serez pas en danger. Comment pouvez-vous garantir cela? Nous ne pouvons pas, a-t-elle dit platement. Mais nous pouvons nous rapprocher suffisamment pour intervenir dans les 30 secondes suivant toute action menaçante. Et s'ils font quelque chose de répréhensible, agression, tentative de meurtre, nous les tiendrons pour de multiples crimes. La commissaire Duval a ajouté, nous allons également arrêter Laurent Dubois avant votre arrivée. Il ne sera pas là. Cela pourrait les effrayer, pourrait les faire abandonner. Dans les 2 cas, vous êtes plus en sécurité. J'ai pensé à Élise, à la façon dont cela allait la détruire. Faites-le, ai-je dit. Mardi 4 juillet, 6h47 du matin. Je portais un micro, un minuscule microphone clipsé à l'intérieur de ma chemise, un émetteur collé dans le bas de mon dos et un traceur GPS dans ma chaussure. J'avais l'air de partir en randonnée, bottes, pantalon cargo, chemise anti-humidité, un sac à dos avec de l'eau et des collations. Élise dormait encore. Je lui avais dit que j'allais faire une randonnée matinale avec son père et Malik. Elle avait souri et m'avait embrassé et dit, « Amuse-toi bien. Sois prudent. » Je lui ai laissé une note sur le comptoir de la cuisine. « Si tu lis ceci, je suis désolé. » Karim est venu me chercher à 7h15. Malik était sur la banquette arrière. Personne n'a parlé. De la musique classique jouait doucement à la radio. Nous avons roulé vers l'est sur la 6, puis avons coupé vers l'intérieur en direction du parc naturel régional du Vercors. Les routes sont devenues plus étroites. Les maisons se sont éloignées les unes des autres. Les arbres se sont épaissis. À 7h58, nous nous sommes garés sur le parking du Sentier B. Il y avait 3 autres voitures là, des randonneurs. Sauf que ce n'étaient pas des randonneurs. C'étaient des flics. J'ai reconnu la commissaire Duval, en casquette et lunettes de soleil, appuyée contre une Clio, buvant son café. Karim s'est garé. Nous sommes sortis. Où est le garde forestier? A demandé Malik en arabe. Karim a froncé les sourcils. Il devrait être là. Appelle-le. Karim a sorti son téléphone, a composé, a attendu. Pas de réponse. Bizarre, a-t-il marmonné. Oublie ça, a dit Malik. On n'a pas besoin de lui. Ils m'ont regardé. J'ai souri. C'est magnifique. Je n'ai jamais été ici. Très isolé, a dit Karim en français. Un bon endroit pour se vider la tête. Nous avons commencé à marcher. Le sentier montait abruptement pendant le 1er kilomètre. Des lacets étroits à travers les chênes et les arbustes. Le soleil était déjà brûlant. Je pouvais sentir la sueur traverser ma chemise. En partie à cause de l'effort, en partie à cause de la peur. Karim et Malik restaient proches. Trop proches. Un devant, un derrière, me flanquant. À un moment donné, Malik a dit en arabe, « Jusqu'où, Karim ?» Encore un demi-kilomètre. Il y a une falaise. Mon estomac s'est contracté. Nous avons continué à marcher. Le sentier s'est aplani. Nous avons traversé une crête.
en dessous de nous. Une chute raide, peut-être 25 mètres jusqu'à un lit de ruisseau asséché. Karim s'est arrêté. Faisons une pause, a-t-il dit en français. Profitons de la vue. J'ai marché jusqu'au bord et j'ai regardé en bas. Des rochers, de la terre dure. Aucune chance de survivre à une chute d'ici. Je me suis retourné. Malik tenait un couteau. Pas un grand couteau, un couteau pliant, peut-être 10 centimètres, mais suffisant. Tu sais, a dit Karim, toujours en français. Tu as été une déception, Antoine. Je ne comprends pas, tu es faible, passif. Pas ce dont Élise a besoin, pas ce dont notre famille a besoin. Je l'aime. L'amour ne suffit pas, il est passé à l'arabe. Tu étais censé la rendre heureuse. Nous donner des petits-enfants. Rester à l'écart. Mais tu as été un fardeau, coûteux, gênant, et maintenant avec le contrat en place. Tu as plus de valeur mort que vivant. Malik a terminé. J'ai levé les mains. S'il vous plaît, on peut en parler. Karim a ri. Parler. On a fini de parler. Malik s'est avancé vers moi. Et c'est là que la commissaire Duval est sortie de derrière un rocher à 6 mètres de distance. Pistolet dégainé. Police. Lâchez le couteau. Main en l'air. 2 autres agents ont surgi du sentier derrière nous. 2 autres des buissons à gauche. Malik s'est figé. A laissé tomber le couteau. Le visage de Karim est devenu blanc. Karim. Malik Karim. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre, a dit Duval. Vous avez le droit de garder. Karim s'est retourné et a couru. Il a fait peut-être 5 mètres avant qu'un agent ne le plaque au sol. Ils les ont menottés tous les 2 sur le sentier, leur ont lu leurs droits, les ont ramenés au parking pendant que je me tenais là, tremblant, essayant de ne pas vomir. La commissaire Duval a posé une main sur mon épaule. Ça va? Non. Vous avez été bon. Nous avons tout. Audio, témoin visuel. C'est en béton. Et Laurent Dubois? Arrêté à 6 heures du matin à son domicile. Il parle déjà. Il a tout avoué. Le paiement, le plan, comment il était censé confirmer que c'était un accident? Je me suis assis sur un rocher. Que se passe-t-il maintenant? Ils seront déférés demain. Le procureur insistera pour qu'aucune caution ne soit accordée étant donné le risque de fuite. Vous devrez témoigner au procès, mais avec ces preuves, ils vont être absents pour longtemps. Et Élise? Duval a hésité. Ce n'est pas mon département. J'ai appelé Élise depuis le parking. Elle n'a pas répondu. J'ai réessayé. Pas de réponse. J'ai conduit jusqu'à la maison. Elle était dans le salon, toujours en pyjama, fixant la télévision. Les nouvelles étaient sur la chaîne locale. Information de dernière minute. 2 hommes arrêtés dans un complot présumé de meurtre à gages. Victime, leur propre gendre. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. C'est vrai, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Elle a commencé à pleurer. Je voulais la serrer dans mes bras. Je voulais lui dire que ce n'était pas sa faute. Je voulais dire que nous nous en sortirions, mais je n'ai pas bougé parce que je ne savais pas si nous le ferions. Le procès a duré 8 mois. Karim et Malik ont été accusés de complot en vue de commettre un meurtre, tentative de meurtre, fraude à l'assurance et faux et usage de faux. Leïla a été accusée de complicité après le fait pour son rôle dans la planification. Tous 3 ont plaidé non coupable. L'accusation avait des enregistrements, des traductions, des dossiers financiers, le témoignage de Laurent Dubois, mon témoignage. La défense a soutenu que j'avais tout mal traduit, que les conversations avaient été sorties de leur contexte, que le couteau servait à couper une corde sur le sentier, que j'étais paranoïaque et que j'avais fabriqué un complot parce que je me sentais culturellement exclu. Le jury n'a pas été convaincu. Karim, coupable de tous les chefs d'accusation, condamné à 23 ans. Malik, coupable de tous les chefs d'accusation, condamné à 18 ans. Leïla, coupable de complicité, condamné à 6 ans. Élise était assise au fond de la salle d'audience tous les jours. Elle ne les a jamais regardés. Nous sommes séparés maintenant. Pas divorcés, pas encore, mais séparés. Elle vit chez une amie à Saint-Denis. Je suis toujours dans notre maison à Versailles.
Nous parlons parfois. Des séances de thérapie la plupart du temps avec le docteur Georges Mercier, un conseiller conjugal agréé spécialisé dans les traumatismes. Elle veut que ça marche. Elle dit que ce n'était pas ma faute. Elle dit qu'elle ne m'en veut pas. Mais je le vois dans ses yeux. Le doute. La question qu'elle ne posera pas à voix haute. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Peut-être que j'aurais dû. Peut-être que si je lui avais dit la première fois que j'avais entendu quelque chose de suspect, nous aurions pu gérer ça différemment. Peut-être que sa famille se serait retirée. Peut-être que personne ne serait allé en prison. Ou peut-être qu'il m'aurait juste tué plus vite. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne peux pas désentendre ces conversations. Je ne peux pas dévoir Malik tenant ce couteau. Je ne peux pas oublier que les personnes qui ont élevé Élise, qu'elle aimait et en qui elle avait confiance, ont décidé que j'avais plus de valeur mort que vivant. Et je ne peux pas me pardonner de l'avoir laissé m'aimer au sein d'une famille qui voulait ma disparition. Ça fait 11 mois. Les appels de Karim ont été rejetés. Malik est à la maison centrale de Poissy. Leïla est dans un centre de détention ouvert dans l'est de la France. Élise rend visite à sa mère une fois par mois. Je ne demande pas comment ça se passe. J'ai changé de travail. Déménagé dans un nouvel appartement à Boulogne-Billancourt. J'ai commencé à voir le docteur Amel Ben Ali, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes, 2 fois par semaine. Je ne parle plus arabe. Je ne peux pas. Chaque fois que je l'entends, dans un restaurant, dans la rue, dans un film. Je suis de retour sur ce sentier avec un couteau dans ma vision périphérique et nulle part où courir. Élise dit qu'elle veut réessayer. Recommencer. Aller en thérapie de couple. Peut-être déménager quelque part de nouveau. Quelque part sans fantôme. Je lui ai dit que j'y penserais, mais voici la vérité. Je ne sais pas si je peux, car chaque fois que je la regarde, je vois le visage de son père. J'entends la voix de sa mère planifiant ma mort autour des keftas. Je sens la présence de son frère derrière moi sur ce sentier. Et je sais que rien de tout cela n'était sa faute. Mais je n'arrive pas à m'empêcher de me demander si j'étais mort ce jour-là, aurait-elle cru que c'était un accident? M'aurait-elle pleuré, collecté les 2 millions et passé à autre chose? Ou une partie d'elle aurait-elle su? Je n'aurai jamais cette réponse. Et c'est peut-être le pire de tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Et si votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, même lorsque tout le monde dit que vous êtes paranoïaque, faites-lui confiance. Parce que parfois, les gens qui vous sourient de l'autre côté de la table comptent les jours jusqu'à ce que vous soyez parti.